Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. On m'a invitée à venir présenter ma bibliothèque. Alors c'est un peu particulier comme exercice, c'est assez personnel une bibliothèque. Alors c'est un peu comme un autoportrait, c'est assez personnel. Alors je me suis dit qu'on pourrait être dans mon salon et que vous seriez venus boire un café. Et puis que je sortirai des livres de ma bibliothèque et que je vous les montrerai. Donc je vais sortir des livres et je vais vous en lire quelques extraits. Puis je vais vous parler de moi parce que, encore une fois, c'est un peu un autoportrait, une bibliothèque. Et puis peut-être pour commencer, vous parler un peu de mon rapport à la littérature, qui est peut-être une façon de présenter le mieux ce qui va venir après. Quand j'avais 9 ans, j'ai gagné il y a eu une annonce pour un concours des éditions Gallimard, qui était à la fin d'un livre de Roald Dahl, Sacrée sorcière, que j'adorais à l'époque. Et c'était un concours d'écriture, il fallait écrire un petit texte sur un livre qu'on avait bien aimé. Donc j'ai écrit un petit texte et j'ai gagné le premier prix. Et un jour, donc j'avais 9 ans, j'étais en pyjama, ma maman m'a appelée et en bas, il y avait des cartons. J'avais gagné 365 livres, c'est-à-dire un livre par jour pendant 1 an. C'est moi. Et je pense que ça a changé ma vie. Et c'est assez émouvant de pouvoir dater exactement des moments dans la vie où votre vie a changé. Ce jour-là, ma vie a changé. Je pense que je suis encore aujourd'hui cette petite fille en pyjama qui ouvre des cartons, qui découvre des livres. Et mon amour des livres, j'aimais déjà lire avant, mais voilà, ça a commencé un petit peu par là. Alors ensuite, j'ai eu un rapport très passionnel à la lecture. Je lisais énormément, toute petite. Il y avait des grands classiques, évidemment. Et puis, vers 12 ans, j'ai eu un choc violent, très puissant. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. C'est-à-dire que je ne lisais plus que Le Seigneur des Anneaux. Alors, j'en ai parlé à ma mère récemment qui m'a dit quand même, on était permissif. De nos jours, les parents consulteraient. J'avais bouché les fenêtres de ma chambre avec du papier noir pour être en Mordor. J'avais pendu elle dit, t'avais pendu des tissus au plafond de ta chambre pour faire, tu vois, une ambiance, pour faire ambiance. Donc, j'étais dans Le Seigneur des Anneaux. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait quand j'avais 12 ans, donc avec les écritures elfiques, vous voyez. J'étais vraiment très, très, très possédée par ça. Alors j'ai appris entre-temps que Tolkien était linguiste et que finalement, il était passionné par les langues anciennes, c'était un universitaire vraiment, et qu'il avait inventé des langues, et que, puisque les langues étaient parlées, il avait imaginé la vie des personnages qui pouvaient parler ces langues imaginaires. Et finalement, je trouve ça assez normal que ça m'ait fascinée à l'époque. Mais alors, donc, à 12-13 ans, j'ai pris la décision solennelle et irrévocable de ne plus jamais lire, puisque je ne pourrais plus jamais avoir un choc aussi puissant que Le Seigneur des Anneaux. Plus aucune, en tout cas, je ne pouvais plus lire d'histoire, plus de narration. Donc je suis revenue petit à petit à la littérature sur la pointe des pieds vers l'âge de 15 ans, avec la poésie. Puisque la poésie ne racontait pas vraiment d'histoire, ça va. C'était pas trop une trahison, ça allait. Donc, quand vous êtes arrivés, il y avait des chansons de Boris Vian. J'ai recommencé à lire avec Boris Vian. Et puis, voilà, j'ai continué, je faisais des livres, tout ça. Et l'année dernière, je vais vous parler d'un livre que j'ai publié l'année dernière, qui s'appelle Sans titre, et qui est un peu une bonne façon de présenter ma bibliothèque, puisque dans ce livre-là, Sans titre, il y a 100 titres de ma bibliothèque, 100 ouvrages. Et ce livre-là, pour moi, c'était une sorte de geste aussi éditorial. C'est la première fois que je publiais un livre chez un vrai éditeur, enfin que je ne le fabriquais pas à la main avec un pinceau et un pot de colle. Parce qu'avant ça, j'étais aux Beaux-Arts et je faisais des livres dans l'atelier d'édition, tout ça. Et je me suis dit, je vais faire un livre autour du livre. Alors, par exemple, pour l'ISBN, j'ai voulu absolument marquer tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé pour tous les pays, y compris l'URSS. C'est quand même très important. Et puis ensuite, on peut peut-être passer à une autre image. Alors voilà, pour la 4e de couverture, je me suis dit, en général, sur les livres, on regarde la 4e de couverture, et puis des fois, il y a des critiques dithyrambiques de grandes personnalités. Alors, je me suis amusée avec ça. Alors, la première critique, c'est
Un récit servi par un talent éblouissant. Dostoïevski. Je sais. Alors en fait, c'est vraiment une phrase de Dostoïevski, mais qui parle d'Oblomov, en fait. Ensuite, une sensibilité unique au monde d'Antonin Artaud. Je vais vous montrer après d'où ça vient. En fait, c'est une phrase que j'ai piquée à une œuvre, un livre de Robert Filliou du mouvement Fluxus, que j'aime beaucoup. Et puis, la dernière phrase. Ancienne élève des facsimilés, Clémentine Mélois n'a depuis cessé de les détourner avec malice, et disons-le simplement, génie. Je me suis dit, personne ne pourra jamais croire que c'est vraiment Bernard Pivot qui a écrit ça. C'est ça qui m'amusait. Et en fait, il a vraiment écrit, parce que je lui ai demandé, je lui ai fait une lettre, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de figurer sur la 4e de couverture de mon livre ? Et il a accepté. Donc il y a ces 3 phrases. Alors ça, c'est le livre de Robert Filliou, qui est en fait un parpaing, une brique réfractaire, une sensibilité unique au monde, Antonin Artaud. Donc finalement, ce livre-là, sans titre, c'était une façon de m'amuser avec tous les codes du livre, de la littérature, et comme une sorte je sais pas, de jeu qui est truffé de trucs. Excusez-moi, je suis un peu intimidée. Voilà. Et par exemple, à la fin, il y a le répertoire de quelques-uns des mots utilisés dans cet ouvrage. Et à gauche, c'est en fait ce qu'il y a dans le Espèce d'espace de Georges Perec, que j'adore. C'est un répertoire avec un florilège des mots. J'ai fait la même chose en clin d'œil à Perec. Et Perec, en fait, faisait référence, lui, aux mots croisés, puisque lui était verbicruciste. Alors j'ai appris la différence entre cruciverbiste et verbicruciste. Lui, il faisait les mots croisés. Je suis incapable de faire les mots croisés de Perec, c'est une catastrophe, mais c'est une merveille. Donc, mon répertoire est un clin d'œil à Perec qui faisait un clin d'œil aux mots croisés. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais j'aime bien. Enfin, c'est des petites pistes. Et puis, j'ai demandé à Jacques Roubaud, qui est un des membres de l'Oulipo, de l'Ouvroir de littérature potentielle, s'il acceptait de m'écrire la préface. Puisque pour moi, l'Oulipo, c'est quelque chose puisqu'on peut choisir sa famille de pensée, c'est vraiment quelque chose dont le travail m'intéresse beaucoup, le jeu sur les mots, les contraintes d'écriture. C'est comme des enfants qui s'imaginent une règle du jeu en disant « je vais marcher seulement sur le bord du trottoir », vous voyez, des choses comme ça. L'Oulipo, ils font ça avec l'écriture et je trouve ça assez extraordinaire. Donc voilà pour ce qui est de l'idée générale de ce livre-là. Et alors, dans ce livre, il y a des livres de ma bibliothèque, donc qu'il y a dans mon salon, que vous avez vu tout à l'heure. Alors, il y a toutes sortes de choses, donc des romans policiers, grands classiques. Voilà, Roland Barthes, grand classique aussi. Un peu de philosophie politique. Oui, de la philosophie. Je vous laisse les filles. Alors, voilà. Bon. Classique, très important. Périguet, toujours d'actualité. La tête à Toto. Et beaucoup de poésie, parce que j'apprécie beaucoup la poésie. Et tous ces livres-là, ce sont des livres que je possède, que j'aime, que je manipule, que je... voilà. Michou, alors là, celui-là, j'adore Henri Michou. Un poète que j'aime beaucoup. Alors, cette couverture-là est un peu particulière. On va s'arrêter un instant dessus, parce que ce titre-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé. En fait, c'est Prévert lui-même. Je suis tombée par hasard sur une interview de Prévert par Madeleine Chapsal dans les années 60, qui m'a fascinée. Et donc Madeleine Chapsal dit à Prévert, on ne vous voit pas beaucoup dans le milieu littéraire. Alors il dit, moi le milieu littéraire, leur classification, leur truc, leur querelle, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et souvent on me dit, ce que vous faites, c'est pas de la poésie. Alors je réponds, oui, j'ai mis longtemps à m'en apercevoir, maintenant j'en tiendrai compte, vous voyez. Et il se lève, il va chercher un petit bout de papier qu'il lui tend en rigolant. Alors elle le déplie et elle lit « Jacques Pervers, la prose ». Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est l'anagramme de mon nom et du titre « Parole ». C'est drôle, non ? Alors, tiens, comment ça vous est venu cette idée-là ? Comme ça, un jour, ça m'a sauté aux yeux. Alors, j'ai mis en image, j'ai rematérialisé ce titre de Prévert qui finalement aussi se moque des chapelles, en fait, c'est pas de la poésie ce que vous faites, et puis finalement on s'en fiche. Donc voilà, un hommage à Prévert, Jacques Pervers. Bon alors Rimbaud, je l'adore. Rimbaud, je sais pas si on voit. Francis Ponge. Alors Francis Ponge, je me suis aperçue en faisant mon livre justement qu'il était enterré à Nîmes, parce que j'habite à Nîmes.
dans le cimetière protestant à côté de chez moi, et je suis allée déposer, j'ai imprimé une couverture de Francis Ponge, et je suis allée la glisser sur le caveau d'éponge, Francis Ponge, en espérant que ça l'aurait fait rire. Voilà, un hommage à Francis Ponge, que vraiment un poète que j'aime beaucoup. Ça, c'est une lecture très apaisante. Je vous conseille pour le soir, surtout, c'est très bien. Voilà, alors on a parlé de Camus récemment. Marguerite Duras, le ravissement de l'OMDR Weinstein, grand classique. Il y a de tout, hein. Alors Georges Perec, vous avez reconnu? Bien joué. La Teucha de Colette, j'aime beaucoup Colette, hein, très enlevée comme ton. Justin Bieber ou Les Malheurs de... Terrible, terrible. Le chanteur canadien à Mèche, il se passe des... Enfin bon. Liliane et l'Odyssée d'Homère. Vous voyez que c'est vraiment Boris Vian dont on parlait tout à l'heure, Boris Vian. Ça a des choix littéraires à spectre large, mais c'est toujours dans les grands classiques. Crème et châtiment, grand classique aussi, vous voyez. Il ne faut pas donner de lait au chat, il ne digère pas le... Born to be Oscar Wilde. Jack London Calling, vous connaissez les... Voilà, les Clash. Et alors, bon, ça m'a un peu embêtée de faire celle-là parce que, à vrai dire, quand j'ai découvert les champs magnétiques, ça a été un vrai choc littéraire quand j'avais 15 ans. Vraiment, c'est un truc... Mais je me suis dit, si je pastiche des couvertures, et si je peux aussi me moquer des auteurs que j'aime, et je tiens vraiment à signaler que les champs magnétiques ne deviennent les chiants magnétiques que si on les lit de bout en bout, parce que sinon, ça va très bien. Hein. Ça va. Alors, je regarde mes fiches. Excusez-moi. Suite à ce travail autour du détournement de couverture, qui est assez récent, puisque je viens juste de le terminer, je me suis aperçue que déjà quand j'avais 20 ans, et que je faisais mes livres à la main, qui n'étaient pas chez un éditeur, mais je faisais déjà beaucoup de livres, je faisais déjà des détournements et des pastiches. Et le premier que j'ai fait, que je voudrais vous montrer, c'est ce livre-là, qui s'appelle Trimartolode. Et Trimartolode, donc je l'ai fait avec un pinceau, un pot de colle, vous voyez. C'est un pastiche d'un ouvrage de bibliophilie parce que je n'ai pas du tout un rapport fétichiste au livre. Alors, bon, je ne les prête pas, je les corne pas, je les respire avant de les lire et puis de temps en temps je les respire même après les avoir lus. À part ça, j'ai vraiment pas du tout un rapport fétichiste au livre. En tout cas, pas au livre de bibliophilie, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un beau papier ou une très belle gravure que c'est mieux pour moi qu'un livre de poche, c'est pareil. En tout cas, ça c'était... donc, vous avez une gravure comme ça, une très belle gravure, et à gauche une sorte de poème lettriste. Et en réalité, c'était pour me moquer un peu. La gravure est imprimée avec une imprimante jet d'encre. Et puis, le poésie lettriste, comme ça, ce sont les paroles de Trimartolone d'Alan Stivell, prises sous une partition. Et ça, je l'ai fait exclusivement pour scandaliser mes profs de gravure à l'époque, parce que je faisais de la gravure. Et alors, je leur montrais, ils disaient « Ah oui, c'est très bien imprimé ». Et en fait, l'empreinte de la plaque, je l'avais faite sur une table lumineuse avec mon ongle. C'est très bien imprimé. Et là, je disais « Oui, mais c'est de l'impression numérique ». Et là, ils faisaient « Oh ». Et alors, bon, il n'y a pas de petit plaisir. Alors, ce qui est terrible, c'est que maintenant, l'ironie du destin a fait que je suis devenue prof de gravure. Et mes étudiants, pour me scandaliser, font des gravures d'un classicisme incroyable. Ils me les montrent. C'est du Hanemühle 250 grammes. Et moi, je dis, oh. Bref, voilà. Ça, c'était vraiment là. J'avais 20 ans quand j'ai fait ça. Et j'ai fait un autre livre qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui-ci. C'est Vrille. Voilà. Alors, j'ai fait en collection blanche et en collection poésie. Alors, Vrille, il se trouve qu'à l'époque, je faisais toujours des petits livres. Et puis, je voulais faire un livre sur les histoires de village. Et à l'époque, comme boulot saisonnier, j'étais serveuse à Belle-Île-en-Mer. J'étais serveuse dans un bar. J'aimais bien. Bref. Et je suis rentrée dans un café et j'ai dit au patron, est-ce que tu n'as pas des histoires de village à me raconter? Il a dit, j'ai pas d'histoire, mais j'ai ça. Et il me sort des listes comme ça, voilà. Et il notait depuis 4 ans la date, le nom de la personne et ce qu'il appelait la connerie. Dès que quelqu'un avait la langue qui fourchait, il écrivait.
Et j'ai trouvé ça formidable. Alors, au bout de 4 ans, il y avait tellement... Et alors, donc, dès que quelqu'un avait la langue qui fourchait, il mettait 2 francs, c'était en francs à l'époque, dans la boîte à conneries. Au bout de 4 ans, la boîte était tellement remplie qu'ils ont organisé un cochon grillé en invitant tout le monde. Donc, les généreux donateurs amis de la langue française. J'ai trouvé ça formidable et donc j'ai commencé à noter. J'ai vu qu'il y avait un nom qui revenait tous les jours, c'était Martial. Et alors Martial, il disait des trucs magnifiques. J'ai dit, mais qui est cet homme, qui est ce Martial? Il faut que je le rencontre, c'est un poète. Alors les autres, tu vois, oh ouais, Martial. Je dis, non mais c'est incroyable. Il faut l'éditer. Donc je l'ai édité en collection que j'avais le plus dans ma bibliothèque, la collection Poésie Gallimard. J'ai pastiché exactement. Donc là j'ai pris, comme je suis un peu monomaniaque, c'était Francis Ponge. Donc j'ai repris les codes de la collection Poésie Gallimard avec, donc sur la couverture il y a la tête de Martial qui est un faussaire de Saint-Jean-Perse, vous aurez noté. Derrière il y a une écriture manuscrite, c'est l'écriture du patron du bar. J'ai repris les couleurs de Francis Ponge. Et puis, on doit voir la photo d'après, que dans ma bibliothèque, sa tête arrive au même niveau que Henri Michaud. Et voilà. J'ai fini par le rencontrer, Martial. Et voilà, je me propose de vous lire quelques extraits. Ça me fait très plaisir de pouvoir faire connaître au monde la poésie de Martial, parce que, voilà. Juste avant de vous lire quelques extraits, je voudrais vous parler un peu de la fin de cette histoire. Enfin, la fin. Je pense que c'est pas fini, mais... Ça, c'était il y a 10 ans, à peu près. Et l'année dernière, je suis retournée dans ce café à Belle-Île-en-Mer et tout le monde m'a dit alors, ce livre, Martial avait acquis un statut d'auteur. C'est-à-dire, avant, tout le monde se foutait de lui et là, on sentait qu'il y avait quelque chose. Et elle dit alors, comme je le faisais à la main avec un cutter j'en avais pas fait beaucoup, il dit alors, ce livre, Martial et tout ça. Et je me suis dit, ce serait formidable. J'ai créé une sorte de j'ai érigé à Martial au statut d'auteur d'une certaine façon, je l'ai édité. Je pourrais créer en fait une œuvre littéraire à travers le temps en la rééditant en collection de poche. Mais pour ça, il me faudrait une préface d'une caution littéraire. Et il en faudrait une qui soit suffisamment médiatisée pour que même Martial ou les gens du café à Belle-Île le connaissent. Alors, j'ai écrit à Jean d'Ormesson. Je lui ai écrit une lettre vraiment vibrante, je vous assure. J'étais émue moi-même. Bon, c'était quand il y a 2 ans, il ne m'a pas encore répondu, je pense qu'il n'a pas eu le temps. À suivre. Vous allez voir, c'est magnifique. Et ça commence par « C'était beau, ce matin le soleil se levait à l'ouest. » C'est beau, hein? C'est quoi comme chien? Un Sarah Bernard. Je travaille au complexe du Gouer. Alors le complexe du Gouer, c'est un complexe sportif à l'entrée du palais. Je travaille au complexe du Gouer. Moi, je connais le complexe d'Oedipe. Oui, mais ça a changé de nom. Pendant mon service, j'ai été en Allemagne à Ben Laden. Les hauts fonctionnaires, c'est ceux qui sont au-dessus du président. Voter blanc? De toute façon, il n'y a aucun noir qui se présente. Je dois avoir la goutte, pourtant je ne bois pas d'eau de vie. J'ai mis des boules qui est, j'entendais rien avec, je les ai enlevées. J'ai vu un type avec une canne, des lunettes noires et un labrador. Il devait être muet. Un pédophile, c'est un homosexuel qui collectionne les timbres. C'est ça, foutez-moi de ma gueule? J'ai des pulsations homosexuelles avec les femmes. Il y a un vigilant au camping des Glacis. C'est le père maternel de ma mère. J'ai porté plainte à l'amiable. J'ai amené mes chiens à la NPE. Moi, je ne travaille que les jours de boulot. J'aime bien les westerns, surtout dans le Sahara. Voilà. Alors, je vous lis pas tout. Les dessins qu'il y a derrière, c'était un clin d'œil au poème mescalinien d'Henri Michaud, où il y a ces dessins à la plume. Donc, j'ai fait des dessins pour l'ouvrage, le recueil de Martial. Et comme souvent, donc, il y a la collection blanche de Vrille. Alors, Vrille, c'est quand le patron du bar fermait le rideau et que tout le monde continuait à boire un verre, c'était partir en vrille, il partait en vrille. Et donc, collection blanche, collection poésie.
à la fin, il y a des inédits des autres amoureux de la langue française, notamment « J'étais encore dans les bas d'Orphée ». C'est beau, hein? Donc voilà, ça c'est Martial. Je lui dirai que je l'ai lu ici ce soir, je pense qu'il sera content. Donc ça, c'était des œuvres de prime jeunesse. Et je vous parlais de mon rapport non fétichiste et pas un rapport de bibliophile au livre. Mais j'ai cependant deux ou trois petites choses assez rares et assez précieuses. Je saisis l'occasion de vous les montrer ce soir. Je ne les sors pas beaucoup parce que vous allez voir, c'est assez précieux. Alors, la première pièce, c'est... Vous ne rêvez pas, c'est un inédit d'Arthur Rimbaud. Je vais vous le lire. La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'agrédais dans ma course des rimes. Montmartre, en ce temps-là, accrochait follement ses lilas jusque sous nos fenêtres. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé, moi qui criais famine et toi qui posais sous la nue. Alors, je suis tombée sur... ma sœur habite Charleville-Mézières, donc une fois que je lui ai rendu visite, je suis tombée sur ça. Et évidemment, ce qui m'a sauté aux yeux immédiatement, j'ai reconnu... C'est une sorte de doute affolant, mais j'ai reconnu Aznavour. Vous avez dû reconnaître aussi. Alors, c'est très troublant. Immédiatement, ça m'a fait penser à la nouvelle de Pérec, Le Voyage d'hiver. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Voyage d'hiver, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. C'est une nouvelle. Alors, Loulipo a repris ensuite la façon dont les exercices d'écriture. C'est une nouvelle qui raconte que c'est un jeune professeur de... Je ne vous raconte pas la fin, hein, parce que je ne veux pas spoiler si vous voulez lire. Mais c'est un jeune professeur de lettres qui se retrouve dans une maison de campagne en Normandie et qui, avant d'aller se coucher, prend un livre dans la bibliothèque. Et il est spécialisé dans la poésie française du XIXe siècle, la littérature du XIXe siècle. Et il ouvre le livre, il commence à lire, et puis il sourit un peu parce qu'il reconnaît ça et là un petit peu de Baudelaire, un petit peu de Mallarmé, un petit peu de Lautréamont. Et il s'aperçoit... Alors, je vais peut-être vous lire l'extrait, ce serait mieux. Je vous le lis. Il était 4 heures du matin lorsque De Graël acheva la lecture du Voyage d'hiver. Il avait repéré une trentaine d'emprunts, il y en avait certainement d'autres. Le livre d'Hugo Vernier, c'est l'auteur, semblait n'être qu'une prodigieuse compilation des poètes de la fin du XIXe siècle, un centon démesuré, une mosaïque dont presque chaque pièce était l'œuvre d'un autre. Mais au moment même où il s'efforçait d'imaginer cet auteur inconnu qui avait voulu puiser dans les livres des autres la matière même de son texte, où il tentait de se représenter jusqu'au bout ce projet insensé et admirable, De Graël sentit naître en lui un soupçon affolant. Il venait de se souvenir qu'en prenant le livre sur son étagère, il en avait machinalement noté la date, mu par ce réflexe de jeune chercheur qui ne consulte jamais un ouvrage sans en relever les données bibliographiques. Peut-être s'était-il trompé, mais il avait bien cru lire 1864. Il vérifia le cœur battant, il avait bien lu. Cela voudrait dire que Vernier avait cité un vers de Mallarmé, avec 2 ans d'avance, plagié Verlaine 10 ans avant ses Ariètes oubliées, écrit du Gustave Kahn près d'un quart de siècle avant lui. Cela voudrait dire que Lautréamont, Germain Nouveau, Rimbaud, Corbière et pas mal d'autres n'étaient que les copistes d'un poète génial et méconnu qui, dans une œuvre unique, avait su rassembler la substance même dont allaient se nourrir après lui 3 ou 4 générations d'auteurs. J'ai immédiatement pensé à ça quand je suis tombée sur ce manuscrit. Alors, évidemment, je le montre peu parce que la British Library de Londres, où sont déposés les cahiers de Douai, de Rimbaud, me le jalouserait terriblement. Et ça ferait un bruit, ça y aurait un retentissement terrible. Pour l'instant, je préfère l'étudier avant de... Voilà, ça va faire du bruit. Bon, il y avait cette histoire de Voyage d'hiver. Il y a aussi un ouvrage qui est paru en fin d'année dernière d'un chercheur qui s'appelle Eddy Breuil et qui s'appelle Du Nouveau chez Rimbaud, du Nouveau avec un N majuscule. Et il semblerait que les illuminations de Rimbaud seraient peut-être l'œuvre de Germain Nouveau, enfin en partie.
Alors notamment parce que on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc il y a le cahier de Douai avec Le Dormeur du Val, Ma Bohème. Voilà. Ça, c'est son œuvre quand il avait 15 ans, Rimbaud. Ensuite, il y a Une saison en enfer où il était complètement déprimé parce que ça allait pas bien avec Verlaine. Sur Facebook, il mettrait c'est compliqué, je pense. Ça allait pas. Et puis les illuminations, c'est un peu bizarre comme truc. Et il semblerait qu'il ait mal recopié des vers de Nouveau. Par exemple, il y a une phrase, c'est « la main de la campagne sur mon épaule ». Et en fait, il aurait mal recopié, c'est « la main de ma compagne sur mon épaule ». Je trouve ça assez chouette. Donc ça, c'est vraiment un texte, donc Eddie Breuil, j'ai vu ça. Je trouve ça assez intéressant. Et j'ai aussi appris le mot santon, ça m'a intéressé. Donc un santon, c'est pareil, c'est un mélange de plusieurs textes qui aboutissent à ça. Donc voilà. Alors, ça, c'est un ouvrage très rare de ma bibliothèque. Vous en conviendrez. J'en ai un second. Alors, je crois qu'il m'est encore plus précieux. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais protéger. Vous ne rêvez pas. Reliure spirale plastique. Papier Clairefontaine 70 grammes. Typographie Times New Roman. Impression Xerox. C'est un exemplaire original de l'anthologie de la poésie française pour l'administration. Alors oui, c'est formidable. Alors, en image, c'est malheureusement une édition très commune de poche, collection poésie, mais j'ai la chance d'avoir un exemplaire original. Et je me propose de vous lire un extrait. On reste dans Rimbaud. Alors, c'est Rimbaud Arthur. Rimbaud Arthur, le DDV. C'est un TDV où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des HDA, où le soleil de la MF, lui, c'est un PV qui mousse de rayons. Un SJ, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le FCB d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son LV où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un EM, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 TR au côté droit. Alors, comme je vous ai dit que j'étais prof de gravure, je travaille dans une administration et je suis toujours fascinée par les sigles et les acronymes. Alors, la différence, c'est... acronyme, c'est quand on peut faire un mot. Et sigle, c'est juste des lettres. Donc, DDV, par exemple, c'est un sigle. Vous voulez que je vous en lise un autre ? C'est une anthologie, donc il y a... donc ça, c'était Rimbaud Arthur. Mais j'ai aussi Verlaine Paul, évidemment. Verlaine Paul, Baudelaire Charles, Apollinaire Guillaume, de Ronsard Pierre, non, ils sont plusieurs. De Lamartine, c'est trop long, Le Lac. Je vais vous lire un peu de Hugo Victor, vous voulez ? Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à la chose BLC, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux FSMP, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'ODSQT, ni le VAL descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de HV et de BEF. C'est magnifique. Ça vous cueille toujours la poésie. Donc voilà. APFA, donc Anthologie de la poésie française pour l'administration. Donc ça, c'était vraiment les 2 ouvrages précieux de ma bibliothèque. Le reste, c'est des éditions de poche, tout simplement, parce que bon, l'essentiel, c'est quand même le contenu. Ah, j'ai un facsimilé du coup de dés de Mallarmé, mais ça se trouve en librairie. Et puis pareil, ils ont réédité les 100 000 milliards de poèmes de Queneau, qui est l'œuvre inaugurale oulipienne. Vous connaissez ça, les poèmes combinatoires ? Mais ça, c'est pareil, ça, c'est pas très précieux, c'est moins précieux que ça en tout cas.
Alors, maintenant qu'on a vu ce qui était précieux et puis voilà, on va passer à des ouvrages plus de poche. Alors, voilà un ouvrage de poésie, c'est l'anthologie de la poésie pop. Donc voici la couverture et vous avez peut-être vu sur l'image, sur la couverture, l'illustration, c'est un morceau de la portée de la partition de Stripsody de Katy Berberian. Katy Berberian, c'est une cantatrice qui, dans les années 60, a chanté comment ça s'appelle, des onomatopées en fait, de comiques américains, de bande dessinée. Et ça, c'est un morceau de la partition. Je vous propose d'en écouter un extrait sonore. Blanc, blanc. Boing! You stupid kite, come down out of that tree. Good night, boy. Jump, jump, jump. Blam, blam, blam. Donc ça, c'est un extrait de la Stripsody. Elle est aussi connue, entre autres, dans ce genre de truc un peu différent, pour avoir repris les chansons des Beatles pour les faire aimer des parents. Et voilà, donc ça, c'était en 66. Et si on veut faire un raccourci assez osé, ça fait penser, au moins dans la forme, à la poésie lettriste. Alors, la poésie lettriste, ça a commencé vers les années 45 avec Isidore Isou. Isidore Isou, la poésie lettriste, il s'intéressait au son, à la consonance des mots, à la poétique du son et pas au sens des mots. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Je m'amusais avec la partition en breton d'Alan Stivell. Là, c'est des comiques américains. Mais la poésie lettriste, c'est vraiment un courant très, très important. Je vous propose de vous faire écouter un extrait de la lettre rock de Maurice Lemaître. Ça, c'est de la poésie lettriste. Dodona wa nan bin frum. Se wok non dun frim. Ta un kun gon han. Lustun ston tan fin. Dot bin tong. Lot min dung. No wok non din from. Si wok nin dan frem. Donc voilà l'idée. À partir de tout ça, c'est-à-dire la poétique du son, des onomatopées, c'est une façon de présenter cette anthologie de la poésie pop, dont je vais vous lire 4 extraits, je vais rester dans le même ouvrage. Le premier extrait, je m'éclaircis un peu la voix. Premier poème, c'est Alexandrie, Alexandra. C'est beau, hein? Je vais boire un coup parce que... Vous voyez, Maurice Lemaître, Isidore Isou, Claude François. Alors, second extrait, La fureur du dragon. Waouh! Wata! 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 Waouh! Wata! Wata! Waouh! Wata! Wata! Waouh! Wata! Wata! Waouh! C'est pas de la poésie élitiste. C'est difficile d'accès, c'est pas pareil. Alors, troisième extrait. Twist. Ou wap do wap, wap do wap, wap do wap. Ou wap do wap, wap do wap, wap do wap.
Ouh, wap dou wap, wap dou wap, wap dou wap. Ouh, wap dou wap, wap dou wap. Ouh. Dernier extrait. L'Empire contre-attaque. Luc. Je suis. Ton père. Voilà. Alors, un autre arpent de ma bibliothèque qui m'intéresse particulièrement, c'est toute une partie de grandes œuvres, grands ouvrages traduits. Ils ont été traduits en langage Jones, en langage SMS. Et ce que je trouve intéressant, donc espèce d'espace, Zazie dans le métro, c'est vraiment une partie de ma bibliothèque. Et ça m'a conduit à m'intéresser aux allographes. Par exemple, Duchamp, avec Elle a chaud au cul, il a fait un allographe. Et Raymond Queneau parlait de néo-français, disait qu'il fallait que la langue était quelque chose de vivante, et il pouvait créer des mots valises. Par exemple, le début de Zazie dans le métro, d'où qui put donc tant. Ça, je trouve que c'est assez formidable. Et finalement, on dit les jeunes ne savent plus écrire les textos, mais finalement, c'est réinventer le langage en permanence. Alors, ça me demande, quand je dois écrire en texto, ça me demande une concentration incroyable. Je ne sais pas comment ils font. J'arrive à écrire sans faire de faute correctement, mais quand il faut que j'écrive salut, ça va. Non, j'ai rajouté un T à salut, ça va pas du tout. Enfin, donc vraiment respect. Alors, je me propose de vous lire un extrait de cette bibliothèque traduite, et je vais vous lire du Charles Baudelaire, on l'a vu tout à l'heure. Un extrait de Les Fleurs du Mal, Spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre au pigné à trémant. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. C'est beau, hein ? Même comme ça. Alors, ce poème-là, j'ai été invitée par la Maison de la Poésie à exposer, et j'en ai fait une vitrine. Je fais coller l'autocollant sur une vitrine, et on m'a collé ce mot. Ça m'a rappelé mes jeunes temps avec les profs de gravure. Baudelaire ne mérite pas cela. Donc vous voyez que finalement, même quand on reste dans la grande poésie, jouer avec la langue, avec les mots, avec l'orthographe, ça reste plus ou moins subversif. Je trouve ça assez intéressant. J'ai beaucoup aimé ce mot-là. Je n'ai pas répondu. On aurait pu commencer une discussion par mot interprété. Mais bon, voilà, j'ai préféré laisser tomber. Alors, un autre livre, c'est encore de la poésie, hein. Alors pour cet ouvrage, je voudrais vous faire écouter un extrait, un enregistrement sonore.
Bonjour à toutes et à tous, c'est fabuleux, c'est absolument superbe. Superbe fête, je vous l'ai dit. Superbe soirée comme tous les ans, superbe. Une fête superbe, superbes images. C'est superbe aussi, superbe, c'est superbe. Je vous l'avais dit, c'était des images superbes, superbe reportage, des endroits superbes, des villages superbes, superbe endroit aussi. Superbe image, jolie découverte, une jolie fête, jolie coccinelle, une très jolie manifestation, ces jolies plantes et ces fleurs, de jolies fleurs, très joli parc, une autre très jolie fête, de jolis bateaux, une jolie promenade, une jolie guinguette de très jolis bateaux, une jolie promenade comme c'est joli, une jolie série, la suite d'une jolie série, une jolie série, la suite d'une jolie série, un bien joli marché, un bien joli village, une formidable course de vieux gréments, découverte formidable, quelques richesses formidables, formidable chalet en Suisse, ces richesses formidables, ces traditions, une formidable opération, une formidable performance, un formidable rassemblement, une formidable compétition, formidable toujours aussi, magique je vous l'ai dit, quelques-unes des plus belles richesses, des plus belles traditions, une bien belle tradition, une belle tradition, d'abord une belle initiative, un très très bel événement, une bien belle victoire, un très bel anniversaire, une belle exposition, une très belle exposition, elle est belle la Picardie. Alors ça c'est un montage vidéo qui a été réalisé par un journaliste qui s'appelle Bastien Hugues. Et ça a été fait à partir de 19 journaux télévisés qui ont été visionnés entre le 23 mai et le 17 juin 2011. Vous pouvez trouver ça sur Internet, en vidéo. Et ça nous dit beaucoup sur la télévision parce que le journal télévisé, c'est 7 millions de téléspectateurs tous les midis, Jean-Pierre Pernaut. Donc ça, c'est un chouette poème de Jean-Pierre Pernaut. Je vais vous en lire un extrait. Mon bien joli rêve familier. Je fais souvent ce bien joli rêve, absolument superbe, étrange, merveilleux et pénétrant, comme on aimerait en voir plus souvent, d'une charmante femme inconnue, fort sympathique, et qu'on aime beaucoup à la rédaction et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime beaucoup, et me comprend vraiment tout à fait. C'est magnifique, ça donne la pêche, ce genre de livre. Je ne sais pas comment dire autrement. Alors, que je trouve... Celui-là, il est vieux. Il faudrait que je le recolle. Anthologie de la poésie française de Pierre Segers. Je vais vous lire toujours un grand classique de Paul Verlaine. Ici Londres. Ici Londres. Les Français parlent au français. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est très varié ce que je vous montre. C'est vraiment ma bibliothèque. Donc, je vous montre des choses que j'aime bien. Alors, justement, toujours dans le rayon poésie, il y a des petites formes très courtes. C'est de la poésie japonaise, ce sont des haïkus. C'est très ciselé. J'y fis des idées de génie. Du beau, du bon, du bonnet. Comme le peintre qui observe un paysage pendant des heures, tout d'un coup de pinceau. Tout est là dans cette poésie-là. C'est très différent entre Verlaine, Jean-Pierre Pernaut, Henri Michou, les haïkus, et puis la poésie lettriste. On reste dans le champ de la poésie, mais je trouve qu'il se passe des choses différentes, et c'est vraiment très, très intéressant, je trouve. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, vous avez vu la photo de moi en pyjama, en train d'ouvrir des cartons de livres. Dans cette collection Gallimard, Folio Junior, il y avait de la poésie. Et l'extrait suivant, parce que je vais vous lire, un petit extrait d'un recueil, c'est le vin en poésie. Il y avait le rêve en poésie, l'amour en poésie. Là, c'est le vin en poésie, et c'est des poèmes qui me touchent beaucoup, parce que je trouve qu'ils parlent vraiment au plus profond de notre âme. Je vais vous le lire.
Ça me met toujours dans des états comme ça de réflexion. Les dames de Vergy. Cette cuvée présente une robe dense aux reflets rubis, avec un nez tirant sur les petits fruits rouges. Soutenu par des tanins fondus sur lesquels se déploie un fruit délicat et persistant, ce Bourgogne révèle une bouche généreuse, ample et bien équilibrée. S'ouvre alors un bouquet distingué qui s'épanouit grâce à des arômes de griotte, de groseille et de cassis. Dans un autre, c'est des petites formes très courtes en prose. Réserve roubeau rouge. C'est dans les terres maigres où abondent les cailloux rougeâtres et roulés du diluvium alpin que le vignoble prend toute sa splendeur. Ces galets roulés, du nom de Grèce, ne sont que le prolongement de la vallée du Rhône. Ils assurent, grâce à un climat sec et très ensoleillé, une parfaite maturité et de faibles rendements aux principaux cépages. Ce vin plaisir se dégustera à chaque occasion et pourra accompagner tous vos repas. Château de Langaron. Le ton est donné par les agrumes doux comme la mandarine, l'esprit est relevé avec fraîcheur par le citrus, et on se laisse charmer par la rondeur d'une bouche pêche de vigne teintée de notes de menthe. Un vrai rafraîchissement tout en élégance, un rosé gourmand et complexe à la fois qui parle de Langaron et du terroir de Saint-Georges d'Orque. Un dernier. Saint-Juliette, Corse. Ce rosé de charme à la bouche fruitée et vive et tout en harmonie. Il accompagnera tous vos instants festifs et vos apéritifs entre amis. Servir à 12 degrés. Des petites formes comme ça change un peu, j'aime bien. Je vais faire un peu de rangement. Alors, un autre grand classique. Ça, c'est le premier livre que j'ai pastiché, en fait. J'ai commencé par là, suite à un terrible malentendu. J'ai un problème avec les noms propres. Je me souviens seulement de la première lettre des noms. Donc, Michel et Martin et Marc, pour moi, c'est un peu pareil, c'est un peu gênant. Et un jour, j'ai croisé un étudiant, puisque je suis prof aux Beaux-Arts, donc un étudiant dans la rue, qui commençait à me parler de Soulages, le peintre. Et moi, je voyais Soutine. Je dis, ah oui, c'était terrible, surtout à la fin de sa vie. Il m'a dit, mais enfin, il n'est pas mort. Je dis, oui, non, mais il est beaucoup moins mort qu'avant, c'est sûr, mais ça va mieux. Ça m'a fait rire, j'ai ri de ma propre... Voilà. Quand je suis rentrée, je me suis amusée, je me suis dit, mais ce serait drôle, imaginez. On confond Paul Valéry et François Valéry, le poète ayant eu des funérailles nationales, avec le chanteur de variété des années 80. Donc j'ai fait ce livre, et de ce livre, ensuite, sont nés tous les autres, et il y en a eu beaucoup. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, là j'ai fait la couverture, mais également j'ai mis en page l'intérieur, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si on met un texte de François Valéry à la place d'un texte de Paul Valéry? Et on s'aperçoit que tout est une question de présentation. C'est la question de l'esthétique de la réception, comme on dit. C'est François Valéry, pour moi, c'est un peu de la variétoche, j'écoute pas trop. Mais d'un seul coup, ça devient beau. Alors, dédicace à Pierre Corneille. Le ciel a-t-il formé cet amas de merveilles pour la demeure d'un serpent? Corneille. Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, te dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son le temps d'une chanson. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous vivants. C'est beau. Vous n'auriez pas cru, hein. Je suis sûre que vous trouvez ça beau, vous n'osez pas le dire. Mais... François Valéry. Voilà, tout est une question de présentation. Alors, le dernier auteur dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est vraiment parce qu'on est dans l'intimité de mon salon que je vous parle des auteurs que j'aime bien. Et je vais faire parler mon cœur de midinette. Mon cœur
d'adolescente et je vais vous parler d'Aragon. Aragon, c'est vraiment le poète qui écrit des poèmes d'amour. Aragon, un homme lit du Aragon, j'ai les genoux qui flageolent, je me sens toute... vous voyez, c'est beau, quoi. Ça parle aux midinettes. Alors, la meilleure façon de le présenter, c'est... Je vais vous lire la 4e de couverture de cette édition de Segers. À la gloire de la femme aimée, Aragon, le dernier poète courtois, a composé ses plus merveilleux poèmes. Ma place de l'étoile à moi est dans mon cœur, et si vous voulez connaître le nom de l'étoile, mes poèmes suffisamment le livrent. Pétrarque a chanté Laure, Ronsard Hélène, Lamartine Elvire. C'est à Elsa qu'Aragon donne ses poèmes qui sont au nombre des plus beaux chants d'amour qu'un poète ait écrit. Alors Elsa Triolet, bien sûr, Elsa, les yeux d'Elsa, enfin, il a beaucoup parlé d'Elsa. Alors après, Aragon, c'est un personnage qui est assez controversé, il est aimé ou abhorré. Bon, c'était un peu, je ne sais pas s'il était très sympathique, mais en tout cas, il sait écrire des poèmes d'amour. Alors je vais vous en lire un, qui est un inédit extrait du Crève-Cœur, nouveau Crève-Cœur. Et c'est Elsa, je t'aime. Elsa, je t'aime. Chérie, je t'adore, comme au la salsa des pomodoro. Quand je t'ai vue sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme au la salsa des pomodoro. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme au la salsa des pomodoro. Nouveau crève-cœur. Et pour finir, je voudrais danser avec vous. Je cherchais un moyen de... Merde, ça a commencé. Je prends en cours de route. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. C'est une façon de partager avec vous ce poème d'Aragon. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé. Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit. Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure. Mer des 7 couleurs, ô lumière mouillée. 7 glaives ont percé le prisme des couleurs. Le jour est plus poignant qu'il pointe entre les pleurs. L'iris troué de noir, plus bleu d'être endeuillé. Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche. Par où se reproduit le miracle des rois. Lorsque le cœur battant, ils virent tous les trois le manteau de Marie accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mai des mots, pour toutes les chansons et pour tous les hélas. Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres. Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. L'enfant accaparé par les belles images écarquille les siens moins démesurément. Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens. On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Cache-t-il des éclairs dans cette lavande où les insectes défont leurs amours violentes. Je suis prise au filet des étoiles filantes, comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. J'ai retiré ce radium de la... 2 minutes. Arthur, excuse-moi. Ouais, juste pour dire que... attendez que je retrouve. Oui, selon Wikipédia, la pêche blinde, dont on exploite les gisements pour extraire l'uranium, est composée de dioxyde d'uranium. Elle se trouvait en quantité dans des mines d'argent de Bohême. Le gisement de Jakimov, aujourd'hui épuisé et le plus connu, c'est ce gisement qui a fourni la pêche blinde nécessaire à l'extraction du radium par Pierre et Marie Curie. On peut reprendre. Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Ô paradis 100 fois retrouvé, reperdu. Tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mais... 2 minutes. Alors, Golconda ou Golconde est une ville en ruine, ancienne capitale du royaume de Golconda,
1364-1512, situé dans l'État indien du Telangana. On peut reprendre. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Le karaoké est parti un peu vite. C'est juste pour dire que, vous voyez qu'entre François Valéry et Aragon, finalement, la frontière est mince. Et on a introduit la séance avec du Boris Vian, texte et chanson de Boris Vian. Et je voudrais juste vous quitter en ouvrant pour vous un livre, donc les paroles de Jacques Prévert. Et cette chanson-là, ce poème, ça s'appelle « Je suis comme je suis ». Merci. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois.